Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Content de vous retrouver ce dimanche matin, comme à chaque dimanche matin à pareille heure, pour analyser avec vous l'actualité sociopolitique haïtienne et ce faisant projeter du même coup quelques rayons de lumière sur l'actualité sociopolitique africaine. Car, j'aime à le dire, Haïti sert souvent, hélas, de laboratoire pour comprendre ce qui s'en vient en Afrique ou pour comprendre ce qui se déroule, n'est-ce pas, ailleurs dans le monde. Eh bien, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité haïtienne, comme je viens de le dire. Eh bien, l'actualité haïtienne de cette semaine est marquée par l'ouverture officielle de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, c'est une grande messe qui ne sert à rien. En vérité, ce n'est pas là qu'on règle des choses sérieuses. C'est une grande messe où se succèdent les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les uns moins crédibles que les autres. Ils se succèdent donc sur la tribune des Nations Unies pour présenter leur vision du monde, pour présenter un état des lieux du monde. Ainsi donc se succèdent des dictateurs, ainsi donc se succèdent des xénophobes, ainsi donc se succèdent des nazis, ainsi donc se succèdent des racistes, ainsi donc se succèdent des politiciens mesquins, des politiciens amateurs qui profitent de leur statut de chef d'État ou de chef de gouvernement pour s'adresser urbi et orbi, c'est-à-dire pour s'adresser à la ville de New York et partant au monde entier, puisque chacun va écouter selon ses intérêts personnels, selon ses intérêts politique, selon ses intérêts idéologiques, selon ses intérêts nationaux, tel discours, et laisser passer tel autre. Et ce ne sont pas seulement les auditeurs
qui suivent la chose depuis leur télé, qui suivent la chose depuis les médias sociaux, qui fonctionnent comme ça avec cette ouverture officielle, comme s'ils étaient dans un buffet, eh bien les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les délégations officielles elles-mêmes fonctionnent comme cela. Exemple, lorsque le chef de la délégation iranienne prendra la parole, vous verrez la délégation israélienne vider les lieux. Elle va attendre que la délégation iranienne arrive pour déguerpir. Eh bien, l'Iran le lui rend bien. Lorsque, exemple, telle délégation de tel pays africain l'année dernière, n'est-ce pas, devait faire son apparition et prendre la parole, vous alliez voir la délégation française déguerpir. Parce que ce sont des gestes politiques que l'on veut poser, on veut profiter de cette grande messe pour envoyer un message que ce chef d'État-là n'est pas notre ami ou tel autre chef de gouvernement, n'est-ce pas, ne correspond pas à nos vues, ne correspond pas, n'est-ce pas, à notre idéologie. Encore une fois, je vous dis, cette grande messe qu'est l'ouverture officielle d'une session générale des Nations Unies ne sert à rien. Bon. Si jamais elle devait être utile, eh bien, c'est dans des rencontres bilatérales. C'est souvent dans des rencontres informelles que certaines choses se disent. On va profiter de cette grande messe-là pour rencontrer tel partenaire d'affaires, pour rencontrer tel chef d'État, profiter de son passage aux Nations Unies pour le sensibiliser sur tel ou tel enjeu. Mais ce n'est pas à cette grande messe-là que quoi que ce soit de sérieux se règle. Et je suis historien et si vous remontez avec moi depuis la fondation de cette chose qu'on appelle, n'est-ce pas, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est elle-même précédée de la SDN, Société des Nations, qui n'a duré, n'est-ce pas, que le temps d'une fleur, eh bien, je vous dirais que malgré les bonnes intentions, malgré les discours pompeux, je reprends, ce n'est pas là qu'on règle quoi que ce soit de sérieux. Pourquoi on y va? On y va pour prouver qu'on fait partie d'une délégation officielle. On y va, n'est-ce pas, pour tenir un discours dont l'histoire, n'est-ce pas, va se souvenir. On y va, mais pour montrer que quoi qu'on dise, n'est-ce pas, on est un chef de gouvernement, quoi qu'on dise, on est un chef d'État. La preuve, c'est qu'on a reçu notre invitation officielle pour participer à cette ouverture de la session générale des Nations Unies. Eh bien, cette grande messe, inutile, répétais-je, nous aura servi à nous les Haïtiens de découvrir, comme si on avait une preuve supplémentaire, de découvrir, dis-je, la mesquinerie de certains politiciens. Je vais vous introduire dans la cuisine de la préparation des deux délégations haïtiennes, deux délégations pléthoriques qui vont toucher des per diem pour rien. Donc je vais vous introduire dans la cuisine de ces deux délégations. Pourquoi deux délégations? Mais parce qu'il s'agit de politiciens mesquins. Chaque politicien a son propre agenda. Il veut être celui qui est vu comme le représentant d'Haïti auprès des Blancs. C'est essentiellement cela. On veut aller serrer la main à des Blancs. On veut se faire prendre en photo avec des Blancs pour dire « Ah, mais je suis un grand nègre. » Pourquoi? Parce que je me suis fait prendre en photo avec un grand blanc. Cette blancolatrie haïtienne, cette pathologique blancomanie haïtienne qu'on trouve surtout chez les politiciens. Et je vais vous introduire donc dans la cuisine de la préparation de ces deux délégations haïtiennes qui se sont précipitées à New York. Pour quoi faire? Pour rien faire, sinon que pour toucher un per diem. Donc, cette grande messe des Nations Unies, inutile à bien des égards, nous aura servi à nous, en tout cas observateurs, de découvrir la mesquinerie de certains politiciens, l'amateurisme des autres. En sorte que, lorsque je vous aurai introduit dans
cette cuisine de la préparation, de la double préparation, de la préparation adversative, de la préparation compétitive entre le palais national et la primature, lorsque je vous aurai introduit dans cette cuisine, vous vous demanderez avec raison, mais ces gens-là sont-ils là pour se servir ou pour servir la nation? Ces gens-là sont-ils là, ces gens qui sont au pouvoir, j'entends, sont-ils à ces postes-là pour leur propre image, lécher leur propre image, prendre des photos qui vont passer à l'histoire, ou bien est-ce qu'ils sont au pouvoir pour changer le sort de ce pays? Je vais vous faire un aveu. Cette semaine, je suis très triste quand je réfléchis sur le manque de patriotisme, le manque de verticalité, le manque d'amour pour la patrie de nos politiciens. Et n'était le souvenir d'énormes sacrifices qu'ont consentis nos ancêtres, eh bien, je me serais convaincu à tort, me diriez-vous, que ce qu'on fait là ne sert à rien, puisque plus les jours passent, pire deviennent les politiciens. Mais nous ne devons pas, selon mon propre mot, selon mon propre leitmotiv, nous ne devons pas lancer la serviette. Lancer la serviette reviendrait à donner la victoire à nos ennemis qui n'attendent que cela. Lancer la serviette et dire que ce que nous faisons, ce que nous disons, nos analyses ne servent à rien, consisterait justement à laisser ce pays-là aux vauriens, aux mesquins, aux amateurs, qui ne sont là que pour leur propre poche et qui n'ont aucun sentiment patriotique, qui n'ont aucun sentiment vertical. Quand on se rappelle, quand on connaît l'histoire de l'ouverture, quand on connaît l'histoire des Jean-Jacques Dessalines, l'histoire des Christophe, l'histoire des Tantoya, l'histoire des Sanites Belair, on se dit, mon Dieu, ces gens-là qui se battent, qui se déchirent la chemise pour aller serrer la main à des Blancs, de manière à se convaincre qu'ils ne sont plus de petits nègres, à quoi servent-ils vraiment? N'est-il pas venu le temps de les balayer, ces gens-là? N'est-il pas venu le temps de les renvoyer au garage de l'histoire pour laisser de la place à un nouveau type de politicien? Mais en même temps, je me dis, mais où trouver ce nouveau type de politicien? Puisque les citoyens sont formés par l'école et dans notre pays, n'est-ce pas, la colonisation ayant fait son œuvre, par l'Église. Mais les politiciens qui nous ont dirigés pendant ces 200 dernières années sont justement l'œuvre de l'école et de l'Église. Et aussi longtemps qu'on a la même école, et c'est ce qui est décourageant, on va continuer à récolter ce même ramassis de politiciens mesquins, ce même ramassis de politiciens amateurs qui ne rêvent que de prendre la parole, de se faire voir, qui ne rêvent que d'aller faire le pan devant le blanc pour se convaincre à tort qu'ils ne sont plus de petits nègres parce qu'ils ont de grands blancs comme amis, parce qu'ils se sont fait prendre en photo avec de grands blancs. Triste, en effet. Alors, vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Gardons espoir, car comme c'est dit dans notre culture, comme c'est dit dans ce proverbe de notre délicieux créole, eh bien, le jour est toujours précédé d'un épisode particulièrement noir. On garde espoir. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure.
1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous te prend l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Abgen workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où bon là ou bon pas là. Point. Eh bien voilà, je vous avais promis avant la pause de vous introduire dans la cuisine de la préparation de la primature de Gary Conille en vue de la 79e session officielle des Nations Unies et en même temps de la préparation de la délégation de la présidence du Conseil présidentiel, le CPT, Conseil présidentiel de transition, donc au Palais national. Déjà, vous devez vous poser la question, pourquoi 2 préparations? Pourquoi 2 délégations? Toute personne sensée devrait se dire, mais non, il ne devrait pas y avoir 2 délégations pour une raison simple, pour une raison protocolaire, pour une raison légale, pour une raison constitutionnelle. La diplomatie, la politique étrangère, et là, aux Nations Unies, nous sommes dans la haute diplomatie, la diplomatie, la politique étrangère, c'est la chasse gardée de la présidence. C'est pas compliqué. La politique étrangère, elle est définie par la présidence. La politique étrangère, elle est pensée, conçue par la présidence et mise en œuvre par le chancelier, donc le ministre des Affaires étrangères, et les missions haïtiennes à l'étranger. Qu'est-ce que la primature vient chercher dans la diplomatie? Si vous pensez comme ça, vous avez raison. Si vous pensez comme ça, vous êtes sain et saine d'esprit. Si vous pensez comme cela, vous avez lu la Constitution haïtienne. Si vous pensez comme ça, vous maîtrisez l'histoire de la politique étrangère haïtienne. C'est normal, puisque la politique étrangère, c'est une prérogative régalienne. La politique étrangère exprime la souveraineté d'un État. Eh bien, la politique étrangère, c'est l'affaire de la présidence. Sauf que si vous pensez comme ça, vous avez raison, mais vous ne pensez pas comme Gary Conille. Vous vous souvenez? Allez réécouter la première émission que je vous ai présentée sur Gary Conille. Quand je vous ai dit que pour Gary Conille, le seul chef d'Haïti, la seule autorité en Haïti, c'est lui, et le seul patron à qui il répond et devant qui il se sent redevable, ce n'est ni la population haïtienne, ce n'est ni le conseil présidentiel de transition dont en théorie il est la créature. Le seul boss de Gary Conille, c'est le blanc, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Et derrière l'ambassadeur, c'est le clan Clinton qui l'a servi, au sens littéral du terme, servus esclave, qui l'a servi pendant les années qui ont suivi le tremblement de terre. Et vous allez voir à quel point ce monsieur-là, il est mesquin, Gary Conille. Écoutez bien. Un mois avant l'ouverture de la 79e session des Nations Unies, Gary Conille s'active déjà. Il s'active, il met en place une équipe qui doit informer
l'ambassadeur d'Haïti à Washington et surtout l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, le très incompétent Antonio Rodrigue, qui fut lui-même ministre des Affaires étrangères sous Jovenel, mais un homme d'une incompétence, bon Dieu, à peine qualifiable, qu'on a nommé dans un jeu de chaises musicales, jeu malsain, aux Nations Unies. Donc, il se retrouve aujourd'hui ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies. Donc, je dis, un mois avant cette ouverture officielle, Gary Conille s'active déjà auprès de la mission d'Haïti aux Nations Unies, dirigée par le très incompétent Antonio Rodrigue, et s'active auprès de l'ambassade d'Haïti à Washington pour être le chef de la délégation. Ce qui en soi est inconstitutionnel, ce qui en soi ne cadre pas avec l'histoire d'Haïti. Pourquoi? Parce que le chef de gouvernement n'est pas le numéro un, n'est pas celui qui définit la politique étrangère de ce pays. Il s'active. Pour quelle raison? Il veut être celui qui prendra la parole. Il veut être celui qui prendra la parole, n'est-ce pas, aux Nations Unies. Il veut être celui qui dirige la délégation haïtienne. Écoutez-moi bien. Dès que le Conseil présidentiel de transition a eu vent des manœuvres mesquines de Gary Conille, le Conseil présidentiel de transition l'a convoqué pour lui dire « Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, la politique étrangère est une prérogative présidentielle. La politique étrangère, la diplomatie est la chasse gardée de la présidence. Ce n'est pas vous, en tant que Premier ministre, qui dirigerez la mission haïtienne, qui dirigerait la délégation haïtienne lors de l'ouverture officielle des Nations Unies, ce sera plutôt le Conseil présidentiel qui enverra son représentant en la personne de son coordonnateur, M. Edgar Leblanc. Et Gary Conille, hypocrite comme lui seul, menteur comme lui seul, s'est esquivé en disant au Conseil présidentiel « Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout intéressé à la diplomatie, je ne suis pas du tout intéressé à la politique étrangère. Au contraire, je vais me rendre à New York dans le but de rencontrer des investisseurs potentiels pour créer des emplois en Haïti. » Soit que Gary Conille est un imbécile lui-même, ou bien qu'il nous prenne tous pour des imbéciles. Imaginez le contexte d'Haïti aujourd'hui. Mettez-vous à la place d'un investisseur étranger qui entend ce que vous et moi entendons, qui entend ce que la presse étrangère dit d'Haïti, un pays qui, selon les chiffres même des Nations Unies, un pays dont la capitale se retrouve aux mains des bandits. Et Gary Conille veut faire croire au Conseil présidentiel de transition qu'il va à New York pour rencontrer des investisseurs. La vérité, et on le comprend a posteriori, lorsque on a vu l'agenda de Gary Conille a été à New York pour rencontrer des chefs d'État, dont le président Lula du Brésil, entre autres, pour rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, alors qu'une autre délégation haïtienne se préparait pour rencontrer Lula, pour rencontrer le secrétaire général des Nations Unies. Ces gens-là, et la présidence et la primature, sont tous les deux des amateurs. Regardez. Si la diplomatie est la chasse gardée, si la diplomatie est la prérogative de la présidence, pourquoi diable le Conseil présidentiel a-t-il permis à Gary Conille d'inscrire à son agenda une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies? Non. Gary Conille n'a pas à rencontrer le secrétaire général des Nations Unies puisqu'il n'est pas le chef de la mission haïtienne, le chef de la délégation haïtienne. Et il n'a d'autant plus à le faire qu'il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies et le président du Brésil au moment même où le représentant du Conseil présidentiel d'Haïti, à toute fin pratique, le président d'Haïti, était aux Nations Unies. Quand je vous ai dit que Gary Conille n'est pas là pour Haïti, Gary Conille n'est pas là pour la population haïtienne, Gary Conille est là pour sa propre image, il est là pour son propre agenda. Imaginez, pendant que le Conseil présidentiel préparait la délégation présidentielle vers les Nations Unies, eh bien, 3 semaines avant,
Kony, 3-4 semaines avant, Kony préparait sa propre délégation pour aller rencontrer des chefs d'État et de gouvernement, pour aller rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, les mêmes personnes que le président du Conseil présidentiel, Edgar Leblanc, se proposait de rencontrer. Mais pire, je vous ai dit que le Conseil présidentiel a convoqué Gary Kony, qui s'est esquivé en mentant, en disant « Non, je vais là-bas pour, n'est-ce pas, en quête d'investisseurs. » Mais pire, le Conseil présidentiel a informé la mission haïtienne aux Nations Unies et la mission haïtienne à Washington, donc l'ambassade d'Haïti à Washington, que Haïti serait représenté par Edgar Leblanc, le président du Conseil présidentiel de transition. Des lettres ont été envoyées dans ce sens-là, des lettres dont j'ai des copies. Et figurez-vous que Gary Kony a choisi de passer outre à ces lettres-là et a instruit Dominique Dupuy, les mêmes amateurs, les mêmes personnes mesquines. Gary Kony a instruit Dominique Dupuy et lui a demandé de demander à l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, le très incompétent Antonio Rodrigue, et l'ambassadeur d'Haïti à Washington, de transmettre le nom de Gary Kony comme chef de la nation, enfin comme chef de la délégation haïtienne, au département d'État, ainsi qu'aux autorités des Nations Unies, pour que ce dernier bénéficie de ce qu'on appelle la protection VIP. Dominique Dupuy, lorsque vous l'aurez compris, doit être révoqué. Dominique Dupuy doit être congédié. Dominique Dupuy ne comprend pas son rôle, elle ne comprend pas sa mission, elle ne sait pas qu'elle est en réalité la servante du Conseil présidentiel, puisque elle est, en sa qualité de représentante de la politique étrangère d'Haïti, elle est au service de la présidence, puisque la politique étrangère est définie par la présidence. Elle ne comprend pas cela. Pour elle, son véritable chef, ce n'est pas le Conseil présidentiel, c'est Gary Kony. Gary Kony qui lui fait des promesses, Gary Kony qui lui dit « Moi-même, j'ai travaillé aux Nations Unies, donc je pourrais t'assurer un certain avenir. Il ne faut pas écouter le Conseil présidentiel, il faut m'écouter moi. » Et se laissant rouler par Gary Kony, figurez-vous les amis, que Dominique Dupuy a choisi d'instruire l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies ainsi que l'ambassadeur d'Haïti à Washington. Elle les a instruits dans le sens, n'est-ce pas, de la mesquinerie de Gary Kony, leur demandant de transmettre le nom de Gary Kony comme chef de la délégation haïtienne et de réclamer en sa faveur ce qu'on appelle la protection VIP en sa qualité de représentant ou de chef de la mission haïtienne. Ce qui est un double impair. D'abord, Gary Kony, en tant que chef de gouvernement, n'est pas le chef de la délégation haïtienne en matière de diplomatie. Et Dominique Dupuy devrait savoir, c'est un minimum quand on est, n'est-ce pas, ministre des Affaires étrangères en Haïti, elle devrait savoir qu'elle relève de la présidence, puisqu'elle est la porte-parole, pour ainsi dire, de la politique étrangère, puisqu'elle est la figure emblématique de la politique étrangère d'Haïti qui est définie par le Conseil présidentiel. Bon. Ces deux-là, ayant probablement des relations amicales qui dépassent les bornes des relations professionnelles, eh bien Dominique Dupuy a choisi de prêter oreille aux paroles doucereuses de Gary Kony plutôt que de se comporter en professionnel et de transmettre le nom d'Edgar Leblanc à la mission haïtienne aux Nations Unies ainsi qu'à l'ambassadeur d'Haïti à Washington pour que le département d'État puisse offrir la protection VIP, non pas à Gary Kony, qui n'avait pas d'affaire à être là, mais à Edgar Leblanc. Et vous aurez remarqué la mesquinerie et l'amateurisme de l'équipe de Kony. Kony s'est rendue aux Nations Unies, elle s'est rendue à New York, à peu près 4 jours avant que Edgar Leblanc, qui est
à proprement parler, le chef de la délégation haïtienne. Donc, Gary Coney s'est dépêché de se rendre à New York avec Dominique Dupuis, que j'appelle une gesticulatrice précoce. Elle s'est rendue là-bas avec, n'est-ce pas, d'autres officiels haïtiens, donc son propre chef de cabinet, Nesmi Maniga. Dans quel but? Dans le but d'aller rencontrer, avant Edgar Leblanc, des Blancs, pour se convaincre qu'il est la véritable autorité haïtienne, pour se convaincre qu'il est le véritable représentant d'Haïti. Encore une fois, et vous allez comprendre, à l'agenda de Gary Coney sont inscrites une rencontre avec le président Lula. Encore une fois, Gary Coney n'avait pas rencontré Lula, puisque Edgar Leblanc allait être à New York. À l'agenda de Gary Coney sont inscrites non seulement une rencontre avec Lula, mais une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, ce qu'il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de faire, puisque, comme je le dis, le président du Conseil présidentiel, Edgar Leblanc, était le véritable représentant de la délégation haïtienne. Non seulement avons-nous 2 délégations haïtiennes, mais on a 2 représentants, 2 chefs de mission pour un petit pays de 27 000 km². Mesquinerie, amateurisme. Mais la honte, suivez-moi bien. Le département d'État est censé être au courant qu'en Haïti, puisque c'est l'œuvre, n'est-ce pas, des États-Unis, le département d'État est censé être au courant qu'en Haïti, on a une présidence qui est occupé par, n'est-ce pas, 7 hommes plus 2, et que c'est le Conseil présidentiel qui détient les prérogatives présidentielles, et que même s'il y a un chef de gouvernement, le chef de gouvernement n'est que le bras exécutif de la politique étrangère qui elle-même est définie par, n'est-ce pas, le Palais national. Figurez-vous qu'au moment où le Palais national a demandé au ministère des Affaires étrangères d'informer le département d'État de l'arrivée d'Edgar Leblanc, quelle ne fut la honte nationale, quelle ne fut l'ignominie nationale, quand le département d'État a répondu à la mission haïtienne des Nations Unies qu'on ne peut offrir au président Edgar Leblanc la protection VIP. Pour quelle raison? Parce que Gary Coney, il a déjà requise cette protection. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Ce n'est pas la première fois, les amis, qu'Haïti, enfin que les politiciens haïtiens font rire d'eux-mêmes comme cela. Je vous ai dit, la seule fois où le défunt président Jovenel fut invité par le Canada dans le cadre d'un G7. Vous savez, même si Haïti ne fait pas partie du G7, il est de coutume qu'un pays, enfin que le pays hôte, invite tel ou tel autre pays pour entendre, n'est-ce pas, la vision du chef d'État du dit pays. Alors, le Canada, qui était le pays hôte du G7, avait invité le président Jovenel. Moi-même, j'étais au cœur de la chose, les amis. C'était une honte nationale que de voir les 7 pays du G7, ça veut dire les 7 pays les plus économiquement avancés du monde, arriver avec des délégations modestes. Et de voir Haïti arriver avec l'une des plus grosses, sinon la plus grosse délégation,
Parce que chacun veut avoir son père diem, chacun veut amener sa maîtresse, chacun veut amener, n'est-ce pas, sa femme, chacun veut amener, n'est-ce pas, si vous voulez, le neveu ou la nièce de sa maîtresse, en sorte que la GRC, la police fédérale canadienne, a dû faire comprendre à la délégation haïtienne que sa délégation était trop nombreuse et qu'on ne pourrait assurer la sécurité à tout ce beau monde-là, et qu'il fallait réduire la chose probablement de 3/4. Imaginez la honte, les amis. Haïti est un petit pays. Haïti est invité par un pays hôte. Il s'agit, n'est-ce pas, de la conférence des pays du G7. Chacun de ces pays arrive avec une délégation modeste. Et Haïti débarque avec des ministres qui n'ont rien à voir là, des maîtresses des ministres qui n'ont rien à voir là, les cousines de telle maîtresse qui n'a rien à faire là-dedans. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un père diem à faire, parce qu'il y a un hôtel, n'est-ce pas, 5 étoiles où on va dormir, parce qu'il y a, n'est-ce pas, de la bouffe à donner. Il faut profiter de tout cela. Quelle ne fut la honte lorsque la GRC a dû informer le président Jovenel qu'il allait devoir réduire à sa plus simple expression la délégation haïtienne, parce qu'il n'y avait aucune nécessité pour Haïti d'arriver avec tout ce monde-là. J'ai un ami qui travaille au ministère des Affaires étrangères du Canada et qui me dit, Jean, je ne comprends pas. On invite telle délégation du Sénat haïtien, ou bien on invite telle délégation de la mairie de Port-au-Prince, on invite telle délégation du gouvernement haïtien. Il s'agit de séminaires, il s'agit de formations, on va discuter de choses sérieuses. Lors des séminaires, aucun d'entre eux n'est là. On sait pourtant qu'ils sont là. Ils arrivent au nombre de 50, ils arrivent au nombre de 60, ils arrivent parfois, n'est-ce pas, au nombre de 100. Lors des séminaires, lors des formations, personne n'est là. Ça va rencontrer sa cousine, ça va rencontrer sa mère, ça va rencontrer son oncle. Dans le cas du très incompétent Antonio Rodrigue, l'affaire dont je vous parle, au temps de Jovenel, il était le ministre des Affaires étrangères. À un moment donné, on le cherchait, il n'était pas là. Ben, il est allé voir sa mère qui vit à Montréal, comme s'il était venu dans le cadre d'une visite familiale. Alors, je reviens à ce que mon ami qui travaille au ministère des Affaires étrangères du Canada me dit, il dit, vous savez, il y a un séminaire, il y a une formation, on invite une délégation haïtienne, on reçoit cette délégation à l'hôtel, eh bien, lors du séminaire, lors de la formation, qui peut durer 3-4 jours, on ne voit personne. Mais lors de la bouffe, lors du sacro-saint dîner, tout le monde est là. Comme si ces gens-là étaient venus pour la bouffe, et non pas pour la formation. Alors, revenons aux Nations Unies. Alors, le département d'État informe la présidence haïtienne par l'entremise de la mission haïtienne aux Nations Unies, mais qu'on ne pourra pas offrir une protection VIP à Edgar Leblanc, qui va proprement représenter la délégation haïtienne lors de cette ouverture de la session générale des Nations Unies. Pourquoi? Parce que Gary Coney, il a déjà volé. C'est le cas de le dire. Parce que Gary Coney, il a déjà usurpé. C'est le cas de le dire. Parce que Gary Coney a instruit improprement Dominique Dupuis, qui ne connaît rien en politique étrangère, qui ne connaît rien en diplomatie. Gary Coney a profité de son amitié avec, n'est-ce pas, Dominique Dupuis, pour lui dire de demander à la représentation haïtienne des Nations Unies de réclamer en sa faveur, à la faveur de Gary Coney, la protection VIP aux dépens d'Edgar Leblanc. Et quelle ne fut la honte quand le département d'État écrit 2 ou 3 jours avant son départ. Quand le département d'État écrit à Edgar Leblanc, donc représentant du Conseil présidentiel de transition par la mission haïtienne aux Nations Unies, qu'on ne pourra pas accorder au président d'Haïti la protection VIP parce que Coney, il a déjà volé. Parce que Coney, il avait déjà usurpé. Parce que Dominique Dupuis, n'est-ce pas, complice de cette usurpation, complice de ce vol, avait instruit les deux représentants haïtiens aux Nations Unies et à Washington de demander au département d'État
d'accorder la protection VIP à Gary Coney, qui n'avait pas d'affaire à être là, plutôt qu'à Edgar Leblanc. Quel pays de crétins! Quel pays de petits nègres qui veulent profiter de chaque petite occasion qui leur est donnée pour faire une photo avec un blanc, parce qu'ils veulent se convaincre qu'ils ne sont plus de petits nègres s'ils font des photos avec des blancs. Gary Coney s'est précipité à New York 3 ou 4 jours avant Edgar Leblanc, même s'il n'avait rien à faire là, et il a osé inscrire à son agenda des rencontres avec Lula, des rencontres avec le secrétaire général des Nations Unies. Quel crétin, quel mesquin. Qu'est-ce qu'il allait faire? Rien. Pas une seule merde, comme dirait ma grand-mère. Pourquoi Dominique Dupuis a choisi d'écouter Gary Coney plutôt que de la présidence? Parce qu'elle ne connaît rien à la diplomatie. Je vous l'ai déjà dit, si Dominique Dupuis s'est retrouvée là, c'est grâce à 2 speeches qu'elle a prononcés à l'UNESCO, des speeches qu'elle a bien rendus mais qu'elle n'a pas écrits. Et si elle s'est retrouvée là aujourd'hui, c'est à cause de son amitié avec Laurent Lamotte, qui a imposé Dominique Dupuis à Gary Coney, parce que Dominique Dupuis promet à Laurent Lamotte qu'elle va activer la diplomatie haïtienne pour faire enlever les sanctions qui pèsent sur lui. Vous voyez, des jeux mesquins, des jeux personnels, des jeux de petits coquins, des jeux d'amateurs et d'usurpateurs, c'est-à-dire de voleurs et de voleuses de titres. Bon, le département d'État a profité de cette affaire pour humilier Edgar Leblanc. Maintenant, je vais vous introduire dans autre chose. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ou 3 semaines, Anthony Blinken est entré en Haïti pour rencontrer le conseil présidentiel. Au fait, il n'a passé que quelques heures et en privé, je vous livre un secret, Anthony Blinken a clairement dit à Edgar Leblanc qu'il faut qu'il se débarrasse de ces 3 voleurs qu'on a au sein du conseil présidentiel. Vous connaissez ces 3 voleurs, pas vrai? Louis-Gérald Gilles, médecin de son état, mais voleur. Smith Augustin, ancien ambassadeur d'Haïti, n'est-ce pas, en République dominicaine, qui est placé au sein du CPT par un autre voleur du nom de Claude Joseph, et Emmanuel Vertiller, voleur lui-même, qui est placé dans ce conseil, n'est-ce pas, présidentiel de transition par un autre voleur qui s'appelle Moïse Jean-Charles. Eh bien, Anthony Blinken a dit privément à Edgar Leblanc qu'on ne peut tolérer ces 3 voleurs au sein du conseil présidentiel parce que c'est une question de crédibilité, c'est une question d'image. Il l'a dit privément à Edgar Leblanc, et Edgar Leblanc a caché cela à ses collègues du conseil présidentiel, et il l'a caché aussi à la nation, puisque un journaliste lui a posé la question expressément. On lui a dit, est-ce que Anthony Blinken a abordé avec vous, monsieur le coordonnateur du conseil présidentiel, la question de la démission de ces 3 voleurs qui siègent au sein du conseil présidentiel? Il a menti, Edgar Leblanc, en disant que non, Anthony Blinken n'a pas abordé la question avec lui. On va le savoir après. Comment je vais le savoir? On s'arrête ici. Je vous le dirai après la pause. Ça commence à chauffer, pas vrai? C'est un pays à la tête duquel il y a des crétins, des malveillants, des mesquins qui sont là pour servir leur propre agenda, pour se faire prendre en photo avec des blancs parce qu'ils veulent se convaincre qu'ils ne sont plus de petits nègres. Des pays qui sont dirigés par des gens qui veulent assister à des grandes messes internationales pour aller bouffer comme des cochons. Quelle honte! On s'arrête ici, à tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes
partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est un podcast. Vous vous souvenez que je vous avais dit avant la pause que Anthony Blinken, lorsqu'il est venu pour quelques heures dicter ses vues aux mineurs que sont les politiciens haïtiens, il avait rencontré privément Edgar Leblanc et lui avait dit que la présence de ces 3 voleurs au sein du conseil présidentiel est intolérable. Et Edgar Leblanc l'a caché aux autres membres du conseil présidentiel. Il l'a caché à la nation. Pour quelle raison? Parce que Edgar Leblanc a fait un deal avec les 3 voleurs. Il a dit à Louis-Gérald Gilles, à Emmanuel Vertiller et surtout à Smith Augustin, je ne vous lâcherai pas à condition que vous me laissiez à mon poste de président du conseil présidentiel, car comme vous le savez, avec le mois d'octobre qui s'en vient, le tour du voleur Smith Augustin viendra pour être le président du conseil présidentiel. Imaginez un voleur à la tête du conseil présidentiel. Alors Smith Augustin a accepté le deal avec, n'est-ce pas, Edgar Leblanc. Vous ne nous lâchez pas. En contrepartie, je vous cède ma place. En sorte que vous aurez passé 12 mois comme président du conseil présidentiel de transition. Ça, c'était sans compter avec la force non moins malveillante de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Imaginez, les amis, et là, je vais vous livrer un secret. Il y a 2 semaines à peine, lorsque l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince s'est rendu compte que Edgar Leblanc ne veut pas obéir à Anthony Blinken en se débarrassant des 3 voleurs du conseil présidentiel. Imaginez la honte, les amis. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? L'ambassadeur américain ainsi que les ambassadeurs de tous les pays importants qui sont accrédités à Port-au-Prince, de toutes les entités importantes, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur du Canada, les uns plus malveillants que les autres, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur du Taïwan, ont, le verbe n'est pas trop fort, convoqué le conseil présidentiel. Les 9 membres du conseil présidentiel ont été convoqués par tous les ambassadeurs importants accrédités à Port-au-Prince. Et les ambassadeurs avaient un seul message pour le conseil présidentiel. Les ambassadeurs ont rappelé à Edgar Leblanc ce qu'Anthony Blinken lui avait demandé, qu'il fallait qu'il se débarrasse de ces 3 voleurs au sein du conseil présidentiel de transition. Et puisque Edgar Leblanc a fait la sourde oreille au message de l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, l'ambassadeur s'est fait flanquer d'autres blancs, puisque les politiciens haïtiens ont peur des blancs, plus que de Dieu. Et là, imaginez la honte nationale, les amis. Des membres du conseil présidentiel de transition, qui sont à la tête d'un pays souverain, c'est du moins ce qu'ils prétendent, qui se font dicter le comportement à tenir par des ambassadeurs étrangers accrédités sur leur propre territoire. Et l'ambassadeur des États-Unis a rencontré les 9 membres du conseil présidentiel en présence des ambassadeurs de tous les pays importants pour leur dire, Monsieur Edgar Leblanc, imaginez, en présence de ces 3 voleurs, on vous avait dit que vous deviez vous débarrasser de ces 3 voleurs. C'est vrai qu'il y a une présomption d'innocence, mais le prestige du poste est tel que ces 3 voleurs doivent démissionner. Si vous refusez de le faire, on va vous le faire sentir. Quelle ne fut la honte pour la nation, les amis? Comment je le sais? Parce que je suis au courant de tout. C'est pas compliqué. Je ne dis pas tout, mais je suis au courant de tout. Et là, Edgar Leblanc jouait au marronnage. Edgar Leblanc était gêné d'avouer à ses collaborateurs, à ses collègues du conseil présidentiel qu'effectivement Anthony Blinken lui avait demandé de se débarrasser de 3 voleurs, mais qu'il avait fait un deal avec les 3 voleurs, en particulier avec Smith Augustin, à savoir qu'il ne les lâcherait pas, pourvu que lui, n'est-ce pas, reste comme président du conseil présidentiel. Mais pire, savez-vous ce qu'a fait le très malveillant
ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince. Vous savez où ce qu'il a fait? Edgar Leblanc a prétexté qu'il ne peut lâcher les 3 conseillers voleurs jusqu'à ce que l'ULCC, c'est-à-dire l'unité de lutte contre la corruption au sein de la police, jusqu'à ce que l'ULCC ait produit son rapport. Vous savez quoi? L'ambassadeur américain a pris Edgar Leblanc au mot. Il est allé voir les policiers de l'ULCC pour leur transmettre le dictat américain. Et comptez sur moi dans les prochains jours, cette semaine. Avant que je ne revienne la semaine prochaine, le rapport de l'ULCC va sortir et tel que le veut l'ambassadeur des États-Unis, ce sera un rapport défavorable pour les 3 voleurs du Conseil présidentiel. Et donc le département d'État, revenons à cette affaire des Nations Unies, le département d'État avait déjà une dent contre Edgar Leblanc, parce qu'Edgar Leblanc n'a pas voulu obéir, n'est-ce pas, au dictat d'Anthony Blinken, il faisait du marronnage, et là, le département d'État a profité de sa demande de protection VIP pour l'humilier, pour lui faire comprendre que il n'est président du Conseil présidentiel parce que les États-Unis le veulent et que s'il n'obéit pas au dictat des Américains, il sera humilié une fois de plus. Vous pouvez vous imaginer que Gary Coney et Dominique Dupuis se réjouissaient de cette humiliation. Écoutez bien. Pendant que le département d'État songeait à réécrire à la mission haïtienne des Nations Unies pour accorder enfin une protection VIP à Edgar Leblanc, vous savez à quelle scène burlesque nous allons assister? Leslie Voltaire. Leslie Voltaire, un autre membre du Conseil présidentiel, décide par lui-même, puisqu'Edgar Leblanc songeait à ne plus se rendre à New York pour des questions de manque de sécurité VIP, c'est une affaire de protocole. Leslie Voltaire, qui se fout de tout protocole, quelle honte ce comportement de Leslie Voltaire. Leslie Voltaire, se foutant de tout protocole, de tout décorum, a décidé de demander privément au président du Kenya, M. Ruto, qui était de passage en Haïti, il lui a demandé, puisque Ruto se rendait à New York, est-ce qu'il pouvait l'embarquer avec lui dans son avion, parce que tout à coup, Leslie Voltaire voulait se rendre à New York. Putain d'amateur! Leslie Voltaire s'est dit en lui-même, puisque Gary Coney pense nous coiffer au poteau, nous qui sommes les présidents d'Haïti, eh bien, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je vais me rendre quand même aux Nations Unies et je vais m'imposer comme le chef de la mission haïtienne aux Nations Unies. Putain d'amateur! Imaginez, les amis. Maintenant, je vais vous introduire dans la cuisine de la chose. Je vous ai déjà dit, à l'agenda de Gary Coney sont inscrites 2 rencontres importantes, entre autres. Une rencontre avec le secrétaire général, n'est-ce pas, des Nations Unies. Une rencontre avec le président Lula. Au moment où Gary Coney s'apprêtait à rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, devine qui est-ce qui se pointe? Leslie Voltaire. Leslie Voltaire dit, écoutez, ce ne sera pas Gary Coney qui va vous rencontrer, monsieur le secrétaire général, c'est moi qui vais vous rencontrer parce que je suis membre du Conseil présidentiel et en tant qu'un 9e de président, puisqu'ils sont 9 présidents, donc il est un 9e de président, en tant qu'un 9e de président, il a préséance sur Gary Coney. Quelle honte! Gary Coney a dû s'esquiver, il a dû ronger ses freins, prendre son mal en patience, comme on dit au Canada, et laisser à ce 9e de président la prérogative de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies. Mais on ne va pas rencontrer un secrétaire général comme ça au petit matin, comme amateur. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Leslie? Tu lui as parlé du beau temps, tu lui as parlé d'Haïti, mais étiez-vous en mission? Où était votre énoncé de mission? Non content d'avoir arraché du bec
de Kony, le fromage de la rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, Leslie Voltaire s'est enhardi, puisqu'il est au courant que à l'agenda de Gary Kony est inscrite une rencontre avec le président Lula. Les amis, c'était la semaine de la honte d'Haïti. Leslie Voltaire s'est improvisé au local où devait se tenir la rencontre entre Kony et Lula. Il cogne à la porte, il dit « Moi, je suis le neuvième de président d'Haïti. Je suis un neuvième de président d'Haïti. C'est pas Gary Kony qui doit rencontrer Lula, c'est moi qui dois rencontrer Lula. » Et puis là, mais l'équipe de sécurité, le protocole autour de Lula dit « Mais écoutez, mais qui êtes-vous » Il dit « Écoutez, je suis le président d'Haïti. » Mais il dit « Mais non, il me semble que vous avez un autre président qui arrive, c'est Edgar Leblanc. » Il dit « Non, nous sommes 9. » Et là, le protocole du Brésil, qui n'est pas au courant qu'en Haïti, en ce moment, il y a quelque chose qui s'appelle un conseil présidentiel de transition. Il va fouiller pour voir s'il trouve le nom de Leslie Voltaire. Le nom de Leslie Voltaire ne figure nulle part. Leslie Voltaire cherchant à s'imposer. Le chef de protocole maintenant de Lula s'est rendu dans la rencontre. Êtes-vous prêt à entendre ça? Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous ont pris l'indépendance. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Dessalines, c'est mon homme. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile, compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. Vous pensez que la fin de sortir dans sa nouille là, Michel Soukar? Depuis Haïtien décide de sortir, n'a pas sorti. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec, c'est normal pour le défendre tête li. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Et moi, le peuple a décidé. Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. In order to deal with this, we're going to have to do three things. We're going to have to be resilient individuals, resilient citizens, and resilient leaders. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flore Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton, Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, il est dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaïti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où bon là ou bon pas là. Point. On a demandé à Dominique Dupuis. Ah, elle est terrible, cette Dominique Dupuis. Il faut qu'on la congédie. On doit la congédier. Le chef de protocole de Lula a demandé à Dominique Dupuis est-ce qu'elle connaissait un certain Leslie Voltaire, mais surtout, est-ce qu'elle attendait un certain Leslie Voltaire? Elle aurait pu dire oui, mais c'est un membre du conseil présidentiel, c'est une erreur de notre part, nous avions oublié de l'inscrire, racontez n'importe quoi, mais faites en sorte que le 9e de président d'Haïti ne suit pas une autre honte. Dominique Dupuis a dit non, son nom n'est pas sur la liste, on ne l'attendait pas, auquel cas ne sera-t-il pas admis? Quelle ne fut la honte de Leslie Voltaire de devoir,
tourné le talon parce que la délégation brésilienne de Lula a choisi de rencontrer Gary Conille, qui avait planifié sa rencontre, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. On n'a pas rencontré Leslie Voltaire. Putain d'amateurs et de petits nègres qui s'imaginent qu'ils ont un supplément d'être s'ils rencontrent des blancs. Oh là là, quelle honte les amis. Maintenant venons-en, puisque le temps nous file, venons-en à ce discours d'Edgar Leblanc. C'est un très bon discours, très bon discours. J'ai félicité l'intéressé, personnellement, je lui ai dit que tout est là, tout est là. D'abord, je dois féliciter ces techniciens du ministère des Affaires étrangères. Vous savez qu'un tel discours, c'est un acte collectif. Un tel discours n'est jamais écrit et ne doit pas être écrit par une seule personne. Et je me suis informé, n'est-ce pas, j'ai remonté à la source. Effectivement, c'est une équipe de techniciens du ministère des Affaires étrangères qui a produit ce beau discours. Messieurs et dames, chapeau. Je dois féliciter aussi Monsieur Edgar Leblanc qui a bien rendu ce discours. Tout était dedans. On a senti un Edgar Leblanc qui a pris position pour les Haïtiens, n'est-ce pas, qui vivent aux États-Unis, dans l'État de l'Ohio, dans la ville de Springfield, des Haïtiens qui se font cracher dessus par le très xénophobe, le très raciste, le très imbécile Donald Trump. On a vu un Edgar Leblanc défendre nos compatriotes. Bravo Edgar Leblanc. On a vu un Edgar Leblanc rappeler la place qu'Haïti a occupée dans l'histoire de la libération des peuples. Bravo Edgar Leblanc. On a vu un Edgar Leblanc aussi rappeler à la France qu'elle nous doit 100 milliards de dollars aujourd'hui. Bravo à Edgar Leblanc. Maintenant, je serai hypocrite et vous savez que j'ai tous les défauts sauf celui de l'hypocrisie. Si je n'abordais pas ce geste tellement embarrassant pour Edgar Leblanc lui-même et pour le pays, que de voir Edgar Leblanc prononçant son discours, soulever un pot d'eau en lieu et place d'un verre et le verser à la face de la ville et du monde dans sa bouche en laissant tomber quelques salives. C'était un geste embarrassant. Est-ce la faute d'Edgar Leblanc? Nullement. D'abord, c'est le protocole qui aurait dû s'en occuper. Laissez-moi vous le dire. Ça, c'est mon domaine. Avez-vous remarqué que quand Barack Obama devait se rendre pour la première fois en terre étrangère, au fait, lorsque Barack Obama venait d'être élu, l'un des premiers pays qu'il a visité, c'est l'Égypte. Est-ce que vous vous en souvenez? Il est allé prononcer un discours mémorable à l'université du Caire. Savez-vous que 3 jours avant l'arrivée de Barack Obama, l'équipe de communication, je ne parle même pas de l'équipe de sécurité, l'équipe de communication de Barack Obama s'est rendue au Caire pour, n'est-ce pas, si vous voulez, visiter l'auditorium où Barack Obama allait prendre la parole. Mais mieux, avant même de prendre la parole à cet auditorium, Barack Obama s'y est rendu pour voir sur quelle plateforme, sur quel podium il allait se tenir. Question de prendre le pouls de la salle, quoi. Le protocole du président Edgar Leblanc, donc ces crétins qui travaillent aux Nations Unies pour Haïti, ces crétins de la mission haïtienne à Washington, auraient dû se rendre avec le président Edgar Leblanc dans la salle où il allait tenir son discours, pour qu'il sente la salle, pour qu'il puisse, si vous voulez, se mêler à la vibration de la salle, à cette énergie. On aurait dû lui demander, est-ce qu'il boit de l'eau quand il prononce un discours? Certains orateurs ne boivent pas d'eau quand ils prononcent un discours. Barack Obama ne boit pas d'eau quand il prononce un discours. D'autres boivent de l'eau quand ils parlent. Mais voilà, c'est le cas d'Edgar Leblanc, on aurait dû s'en assurer. On aurait dû, n'est-ce pas, s'assurer de déposer sur le podium, au moment où il allait prendre la parole, un verre d'eau. Et on aurait dû s'assurer, n'est-ce pas, de savoir s'il est gaucher ou s'il est droitier. On aurait dû lui demander, est-ce qu'il veut qu'on dépose le verre d'eau, n'est-ce pas, à hauteur de bras ou à hauteur de coude, pour éviter justement des gaffes. Or, cette équipe du protocole qui n'a pas fait son travail a envoyé le président prononcer son discours
sans s'enquérir de ses habitudes quand il prend la parole. Est-ce qu'il boit quand il prend la parole? Est-ce qu'il est gaucher? Donc est-ce qu'il faut placer, n'est-ce pas, le verre d'eau à sa gauche? Ou bien est-ce qu'il faut placer le verre d'eau à sa droite? Et je pardonne ce geste embarrassant à Edgar Leblanc pour une raison simple. Si vous n'avez jamais pris la parole dans ces salles impressionnantes, vous ne comprendrez sûrement pas le niveau de stress qu'il subissait quand il se tenait, n'est-ce pas, à ce podium pour y prononcer un discours dans lequel il allait s'attaquer aux États-Unis et à la France, qui sont deux pays malveillants. Edgar Leblanc porte des lunettes, ce qui suppose qu'il n'a pas une vue parfaite. Imaginez, de l'endroit d'où il prenait la parole, peut-être a-t-il perçu le pot d'eau comme un verre d'eau. En sorte qu'il a tendu le bras dans sa tête pour prendre un verre d'eau, pour réaliser après qu'il s'agit d'un pot d'eau. Alors, ayant le pot d'eau en main, ayant surtout soif, étant surtout stressé, je peux comprendre qu'il ait versé, ce qui est gênant, je le reconnais, le verre d'eau dans sa bouche, enfin le pot d'eau dans sa bouche, plutôt que le verre. Encore une fois, c'est une distraction embarrassante. C'est une distraction gênante pour la nation, mais il faut imputer la faute à l'équipe du protocole d'Edgar Leblanc plutôt qu'à Edgar Leblanc lui-même, car ce n'était pas à Edgar Leblanc de se préoccuper de la présence ou non d'un verre d'eau. Ce n'était pas à Edgar Leblanc de se préoccuper, n'est-ce pas, de l'endroit où ce verre d'eau allait être placé. C'était à l'équipe de protocole d'Edgar Leblanc de le faire. Et si elle ne l'a pas fait, elle a sûrement reçu peut-être une commande de l'équipe de Conille et d'Edgar Leblanc et de Dominique Dupuis, ou alors c'est une équipe de crétins. D'abord, regardez le geste de Conille. Votre patron prend la parole, le président d'Haïti prend la parole, le chef de mission d'Haïti prend la parole, le chef de la délégation haïtienne prend la parole. On avait l'impression que Gary Conille dormait. Quand je vois Gary Conille, je pense à une femme grosse qui a lavé drap, bon rivière quartier Morin. Ce gars-là, il m'énerve. Il est mesquin, il est magouilleur, il est menteur, et en plus, il est là pour lécher son image. Et quelle image? Plutôt que de servir la nation. Au fait, la seule percée que nous ayons eue, c'est le contenu du discours d'Edgar Leblanc. Tout était dedans. Donc je félicite l'équipe qui a rédigé ce discours. Je félicite Edgar Leblanc pour avoir bien rendu le discours. Mais pour le reste, c'est une gang d'amateurs, une gang de mesquins, une gang d'usurpateurs de titres, des gens qui sont là pour faire honte à Haïti. Que vienne le moment, les amis, où le peuple se débarrasse de cette engeance de politiciens mesquins, de cette engeance de politiciens amateurs. Que vienne le temps où on fera appel à des gens verticaux, à des gens compétents, à des gens intègres, qui s'oublieront eux-mêmes pour servir les intérêts de la nation, les intérêts de la population. Merci d'avoir été là. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir. Bonne semaine à tous et à toutes.